C'est en 1906, 3 ans après sa création par Henri Desgranges, que le Tour de France entre pour la première fois dans le département des Côtes du Nord. La 12e et avant-dernière étape conduit les 14 coureurs rescapés de Brest à Caen. Il faudra plus de 18 heures au vainqueur pour accomplir les 415 km de l'étape qui passe par Guingamp, Saint-Brieuc et Lamballe. Le Breton Lucien Mazan, dit Petit Breton, se classera 6e en 22 heures et 20 minutes. Il ne gagnera pas le Tour cette année-là, mais se rattrapera en remportant l'épreuve en 1907 et 1908. La ferveur populaire costarmoricaine se manifeste déjà, beaucoup de supporters étant présents avant l'aube au café Arquin-Truc de Guingamp ou au café Jouot de Saint-Brieuc pour approcher les coureurs lors des contrôles ou du ravitaillement. Ce n'est qu'en 1927 que le Tour de France reviendra en terre costarmoricaine, Dinan devenant ville-étape d'arrivée et de départ pour 5 années consécutives. Pendant cette période, les départs de Dinan s'effectueront systématiquement vers Brest et traverseront villes et villages du département au cours d'une étape qui fera invariablement 206 km. Le Tour de France se déroulant à présent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les étapes bretonnes se courront dès la première semaine de course. Au cours de l'édition 1927, Ferdinand Le Drogo sera le premier coureur breton à enfiler le maillot jaune en gagnant la 5e étape Cherbourg-Dinan. La même étape du Tour 1929 marque un tournant. Pour la première fois, un coureur indépendant, le Belge Omer Taverne, l'emporte au nez et à la barbe des As, ces coureurs professionnels sponsorisés par les marques de cycle. On commencera dès lors à ne plus considérer ces indépendants appelés touristes routiers comme des coureurs de seconde zone. C'est pendant le Tour 1930 que les équipes nationales remplacent les équipes de marques de cycle dont les plus connues sont Dilecta, Alcyon ou Alléluia. La même année, la caravane publicitaire voit officiellement le jour. Elle est composée de 6 véhicules qui distribuent échantillons et objets publicitaires. D'année en année, des foules toujours plus compactes et enthousiastes se pressent sur le bord des routes pour encourager les coureurs locaux, comme les frères Le Drogo, Jean-Marie Coismat ou Léon Le Calvez qui termine second à quelques mètres du vainqueur lors de l'étape Dinan-Brest de 1931. Il endossera cependant le maillot jaune. Dans Saint-Brieuc. Saint-Brieuc-Nantes. Il semble que le temps ait voulu, dès le début, mettre à l'épreuve les 96 coureurs du 32e Tour de France organisé par le journal Lotto. Un vent violent, une pluie dense n'ont cessé en effet de les harceler. Les Italiens se réservent, dit-on, pour les étapes décisives. Jeu dangereux qui les met en retard. L'équipe belge, si renommée, se montre hésitante. Les Allemands sont stimulés par les derniers succès sportifs de leurs compatriotes. Les Français se montrent en excellente forme et cette première semaine permet de fonder sur eux de grands espoirs. Le Duc, un vétéran, que l'on voit ici profitant d'un ravitaillement pour boire à la santé de l'équipe française, se fait particulièrement remarquer au cours de cette rentrée. Les deux Bretons, Yvon Marie et Goasmat, stimulés par l'air du pays, tentent plusieurs échappées. Deforge fait une chute et se blesse assez grièvement. Il est aussitôt soigné à l'infirmerie du Tour. Le luxembourgeois Magérus a gagné la 2e étape Caen Saint-Brieuc. Le Hollandais Schultz a gagné la 3e étape Saint-Brieuc-Nantes. Tour de France, randonnée fantastique des géants. 1947, les Français attendent le retour de l'épreuve depuis 7 ans. Ce 34e tour sera suivi avec une grande ferveur. Un jeune breton inconnu de 22 ans prend part à son premier tour, un certain Louis, pas encore Louison Bobet. Mais on guette plutôt les favoris, René Vietto, Aldo Ronconi ou Pierre Brambilla. Pourtant, ce sera un autre breton qui finira par s'imposer sans avoir jamais porté le maillot jaune, Jean Robic. En fin stratège, il prendra une option sérieuse sur la victoire finale pendant la 19e étape à Mur de Bretagne. Van Saint-Brieuc contre la montre. Départ de l'Italien Ronconi, 3e du classement général. Les départs sont donnés de 4 en 4 minutes.
de Bretagne, Jean Robic est follement acclamé. Ronconi passe à son tour, bien placé, et Brambilla, qui fait une course extraordinaire, grignote seconde par seconde le maillot jaune de Vietto, dont le moral, fortement atteint, a brisé la cadence. Et à Saint-Brieuc, c'est Impanis qui remporte la première victoire belge du Tour. Brambilla arrive et les chronos, impitoyables, lui donnent le maillot jaune. 1950, c'est le Suisse Ferdi Kubler, futur vainqueur de ce tour, qui gagne le contre-la-montre tout en bosse Dinard-Saint-Brieuc. Il place une accélération décisive dans la côte d'Iffignac, rattrapant même Bresci, Gemignani et Brambilla. Bobet, qui porte le maillot de champion de France, finira 5e. Bernard Gauthier s'effondre dès son arrivée sur le vélodrome de Beaufeuillage. Il aura tout donné pour garder son maillot jaune, en vain. Il le reprendra pourtant dès le lendemain, à l'issue de l'étape Saint-Brieuc-Angers. 1954, un air de déjà-vu. Ferdi Kubler s'impose à nouveau à Saint-Brieuc. Le costarmoricain Gilles et le breton Bouvet, stimulés par l'air du pays, tenteront leur chance en s'échappant, mais seront rattrapés à quelques kilomètres de l'arrivée. Comme toujours, la foule est là, formant un ruban ininterrompu de Langueux à Saint-Brieuc. 1958, l'étape Caen-Saint-Brieuc s'emballe au passage à Dinan. Une nouvelle échappée à 16 s'est formée un peu avant Dinan. Cette échappée est emmenée par Gemignani, assisté de François Mahé. L'Ardoisier nous apprend que l'écart, alors un peu après Dinan, est de 4 minutes avec le peloton à l'arrière. Voici Gilbert Bovin qui défend son maillot jaune. À l'emballe, l'avance du groupe de tête est d'au moins 10 minutes. Quelques régionaux vont disparaître dans les tout derniers kilomètres. Et nous sommes en vue du vélodrome de Beaufeuillage à Saint-Brieuc, où le Belge Desmet, entré en tête, est attaqué par Elliott. Mais à la corde, le Belge Vangenugden se faufile et c'est lui qui triomphe devant Elliott, 3e Desmet. 7 ans plus tard, en 1965, c'est sur le même parcours et au même endroit que la course s'anime. À Dinan, l'homme de tête Timmermans a déjà perdu du terrain et à l'issue de la montée de la côte de Caspo, il en aura perdu encore davantage. Voici Poulidor que l'on n'avait pas vu depuis le départ de Cologne et qui semble décider à ne pas attendre la montagne pour se montrer. Et voici maintenant l'échappée décisive, celle qui ira jusqu'au bout. Elle groupe 5 hommes. Il n'y avait aucun régional breton et aucun français par conséquent dans cette échappée à 5 qui s'est développée à moins de 20 km de l'arrivée. C'est Bouquet qui pénètre le premier sur la piste du vélodrome de Saint-Brieuc avec dans deuxième position nous avons Nijdam. Nijdam, ayant dans sa roue Sargelos, va déborder Bouquet dans l'avant-dernier virage, poursuivre sur sa lancée en tentant de conserver un avantage suffisant, mais Sargelos, qui a été bien emmené et qui, nous l'avons vu, n'a pas produit beaucoup d'efforts au cours de cette échappée. Sargelos triomphe de très peu, mais triomphe tout de même sur la ligne devant Lutte. 3e Monti, puis viennent Nijdam, Bouquet. Sargelos a effectué une bonne opération aujourd'hui puisqu'il monte maintenant en 3e position au classement général, alors que l'Italien Gimondi conserve le maillot jaune. « 1972, dans un tour qui devait opposer le cannibale Eddy Merckx à son challenger naturel Luis Ocaña, c'est un Français qui va jouer les trublions dès la première étape. Le Nantais Cyril Guimard gagne à Saint-Brieuc devant une foule très enthousiaste, aux grandes dames de Merckx, qui déposera sans suite une réclamation affirmant qu'il a été gêné sciemment dans le sprint final par Wright. Cette année-là, un tout jeune homme de 17 ans fait déjà parler de lui, Bernard Hinault. 1979. En l'espace de 6 ans, Bernard Hinault s'est imposé à la tête du cyclisme mondial. Le blaireau d'Iffignac, détenteur du Tour 78, ne veut surtout pas perdre de précieuses secondes face à son adversaire de toujours, Joop Zoetemelk. C'est un département entier qui retient son souffle au cours de la 6e étape Angers-Saint-Brieuc. Tout Iffignac est sur le pas de sa porte pour encourager le champion local, qui semble souffrir d'une blessure à l'œil. Alors l'œil, ensuite on a eu bien peur. Cet œil malade, finalement c'était véritablement un petit caillou. C'était surtout une bonne conjonctivite, j'ai l'impression, parce que ça s'est guéri assez vite, donc j'ai pas eu trop de problèmes après.
Problème par contre pour Agostinho, lâché alors que vous étiez sur vos terres près d'Ifignac, il ne pédalait que d'une jambe, le docteur Miseret s'occupait de lui et ça a été le début des déboires d'Agostinho qui sans ces déboires aurait pu peut-être terminer deuxième du classement de l'étape, du classement général. Peut-être aller menacer Job Zoetmec. L'arrivée de Jacobs, il vous a joué un bon tour à Saint-Brieuc Jacobs puisqu'il vous a battu au sprint. Cette deuxième place n'empêchera pas Hinault d'empocher son deuxième Tour de France, notamment grâce à 7 victoires d'étape. En 1995, les Côtes d'Armor lancent le Tour de France avec le prologue de Saint-Brieuc. 3 jours durant, la course mettra aussi à l'honneur Dinan et, pour la première fois, Lannion et Perros-Guirec. Dès le vendredi après-midi 30 juin, sur le port du Légué à Saint-Brieuc, des milliers de spectateurs assistent dans une ambiance ensoleillée et détendue à la présentation officielle des équipes qui débarquent de vieux gréements. Si nous sommes pour le départ du Tour de la 82e édition dans les Côtes d'Armor, toi étant de la région, l'enfant du pays et y travaillant, il n'y aurait pas quand même une relation de cause à effet? T'as pas un petit peu insisté pour que ça se passe ici? J'ai insisté, pas trop lourdement, je leur ai dit que c'était pas aussi énorme que ça, je leur ai montré et démontré qu'on pouvait le faire, même si on n'est pas une grosse ville, Oui. avec la collaboration du Conseil Général, bien sûr, et puis surtout des 3 autres villes, donc Dinan, Perros et Lannion. Nous irons demain à Dinan en tout cas, Voilà. parce que c'est la révolution ici, hein. Toute la ville est en émoi, je me demande si c'est arrivé depuis au moins 50 ans une affaire pareille. On est dans une région où les gens adorent le vélo, et les gens adorent faire la fête, et on le voit tout au long on va le voir tout au long des 3 journées qu'on va vivre ici. Vous avez des animations partout, les magasins sont décorés, il y a eu des fêtes pour les enfants, les industriels se sont mêlés à tout ça. Et Oui, tout le monde s'est impliqué. Vraiment, en fait, tout le monde c'est avait vrai, envie oui. que ce soit une belle réussite. Et en plus, on a le soleil avec nous, donc c'est fantastique. Pédaler en grand braquet, Tour de France, sprint final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. Le soleil n'a pas fait défaut, mais c'est presque à la nuit tombée qu'un énorme orage viendra perturber la deuxième moitié de ce prologue, occasionnant le spectaculaire abandon d'un des favoris, l'Anglais Chris Boardman, bouleversant ainsi tous les pronostics. Chris Boardman is underway. This has got to be the ride of his life. He's done so well this year in so many races, but this has got to be one that's got to throw everything into it. C'est absolument tragique. Vous réagissez comment devant ces images? C'est spectaculaire bien sûr, mais c'est avant tout tragique pour un de vos confrères en quelque sorte. Oui, bien sûr, c'est avant tout le tragique de la chose qui en retient. En plus, quand on voit les images, la voiture qui, à mon avis, a failli rouler sur Boardman, on a évité encore le pire et qui s'en aille comme ça, c'est triste. Le malheur des uns, on le sait, fait le bonheur des autres. Le vôtre, Jackie, 9 minutes tout rond. À ce moment-là, vous ne pensiez pas gagner, mais ce matin, vous étiez bien content. On vous retrouve au départ. Alors ce matin, on vous retrouve en jaune à Dinan. Vous battez à combien de pulsations là? Je sais pas, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que j'avais un petit peu la gorge serrée. Mais bon, on était à deux l'un côté de l'autre avec mon pote Thierry, donc ça allait un petit peu mieux. Les copains ont fait un boulot formidable aujourd'hui. On a vu Thierry Marie, on a vu Magnin, on les a tous vus, je ne vais pas les citer. Je crois qu'on les a tous vus, ils sont tous venus. Il y a même Armand qui traînait un petit peu derrière, qui est venu nous donner les consignes une fois que ce coureur était échappé pour les écarts et tout. Et vraiment, il y a toute une équipe qui est présente. Avec Simon, on a qu'à rigoler, mais il a fait un gros boulot. Et puis, eh bien, l'échappée va être reprise. Vous avez fini votre travail en quelque sorte. Maintenant, place aux équipes de sprinters. Et là, pas de surprise, on va retrouver eh bien, ceux d'Abdul-Jabbarov. Là, c'est Decker, bien évidemment, qui est repris par le peloton. Et bien, pour préparer le sprint, on retrouve les Lotto pour Nelissen, bien évidemment. On retrouve pour Cipollini les GBMG. Et puis, surprise, eh bien, ni l'un ni l'autre ne vont terminer le sprint. Regardez ce sprint extraordinaire avec ces images de la loupe. Vous avez vu quand vous allez gagner votre étape?
l'image que vous allez avoir. Et on vous retrouve sur le podium. Toujours souriant, toujours, c'est le bonheur complet. Hein. Cette troisième étape sonnera la fin du rêve pour Jackie Durand. Il se fera ravir le maillot jaune par Laurent Jalabert, qui aura su accumuler de précieuses secondes de bonification avant de gagner l'étape. Nouveau coup du sort pour l'équipe Gann avant de quitter les Côtes d'Armor. Le champion de France Eddy Seigneur est contraint d'abandonner sur blessure un peu avant Pleuc-sur-Lier. Sprint final à l'arrivée.